Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans ce webinaire consacré aux incivilités. Je me présente, je suis Ghislaine Gauthier, coach consultante en entreprise spécialisée dans la prévention des risques psychosociaux et la gestion du stress, et je suis également infirmière et formatrice pour l'espace Kéros. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des incivilités dans le monde du travail, et le constat, c'est que 42% des salariés y sont régulièrement exposés et que dans ces 42%, 75% d'entre eux déclarent que cela a un impact délétère sur leur productivité et leur santé. Et le cabinet Eloas, un cabinet privé, s'est penché sur le sujet dans le secteur bancaire et il a révélé qu'en 2017, il y avait une hausse de 15% des incivilités dans le secteur bancaire. Alors vous le comprendrez, les incivilités sont réellement un sujet à prendre en compte. Mais de quoi parle-t-on quand on parle d'incivilité? Eh bien, on parle de tout ce qui va à l'encontre du vivre ensemble. Ça peut être des violences verbales, des insultes, des comportements inappropriés, des comportements agressifs même. Mais ça peut être aussi un non-respect du temps de parole, un tutoiement intempestif, un non-respect des règles sanitaires aussi par exemple, ou des demandes incessantes et récurrentes. Par opposition, par contre, on ne considère pas comme étant une incivilité toutes les situations de réclamation, même si un fort mécontentement est exprimé avec un ton de voix très élevé, tant que le comportement reste dans les limites de la courtoisie et le respect de l'autre, eh bien on ne considère pas cela comme une incivilité. Maintenant que nous savons de quoi nous parlons, je vous propose de rentrer un peu dans les mécanismes de l'incivilité. Qu'est-ce qui se joue dans ce phénomène d'incivilité? Eh bien, j'ai intitulé cette partie du rapport à soi au rapport à l'autre, parce que dans l'incivilité, c'est avant tout une relation. Le rapport à soi, pour commencer. Eh bien, nous sommes, pour vous expliquer un petit peu tout ça, il faut que je vous explique comment nous sommes construits. Et nous ne sommes pas très originaux, nous sommes tous construits de la même façon. À savoir que nous sommes soumis à des besoins pour nourrir notre identité profonde, ce qui fait notre particularité. Et ces besoins psychologiques sont exactement les mêmes que les besoins physiologiques. Je m'explique. C'est-à-dire, quand vous avez faim, vous avez besoin de manger pour vivre. Vous avez besoin de boire pour vivre, par exemple. Eh bien, au niveau psychologique, il y a exactement la même notion d'urgence vitale. Vos besoins doivent être satisfaits, sinon il y a une réalité intérieure vécue comme une urgence vitale. Et nous avons un système de régulation qui est très efficace, c'est ce qu'on appelle le système émotionnel. En fait, les émotions sont là pour nous renseigner sur notre état intérieur, à savoir est-ce que j'ai bien nourri mon être intérieur ou pas. Donc les émotions positives nous renseignent sur j'ai bien mangé, alors que les émotions négatives nous renseignent sur attention, là je suis en danger. Et tout ce mécanisme, en fait, eh bien, ça engendre des comportements et ces comportements vont influencer les relations. Donc, ce qui est valable pour soi est valable pour l'autre. Nous sommes construits exactement dans la même situation. Et quand on se retrouve dans une relation à l'autre, dans un mécanisme d'incivilité, en fait, c'est un besoin non nourri qui rencontre un besoin non nourri. Et le besoin de l'autre, le besoin non satisfait, me ramène à mes propres besoins à satisfaire et donc aux émotions négatives auxquelles ils sont rattachés. Et on n'aime pas se rapprocher des émotions négatives. Nous mettons en place un mécanisme de protection. Donc, dans le mécanisme de l'incivilité, la stratégie que choisit le client dans la relation, c'est l'agression. Le professionnel, à l'inverse, il a 3 possibilités de stratégie. Soit la protection, pour ne pas subir ses propres émotions négatives qui sont réactivées par les émotions et la stratégie agressive du client. Et puis, il peut avoir une autre stratégie aussi, adapter la même que son client, tomber dans l'agression.
Mais en tant que professionnel, bien évidemment, c'est la troisième stratégie qui est à privilégier et c'est la stratégie de la solution. Donc en résumé, derrière une incivilité, il y a toujours des besoins non satisfaits, ceux du client, mais aussi les siens. Et ces besoins non satisfaits s'expriment au travers d'émotions négatives qui engendrent des comportements inadaptés. Mais alors, quelle stratégie adopter, du coup? Eh bien, la première étape, c'est ce que j'intitulerai la prévention. En prévention, c'est ce qui relève un peu de l'organisation, de la stratégie de l'entreprise. Il est important d'identifier les motifs récurrents d'insatisfaction. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'anticiper une stratégie. Et une fois que cette stratégie est définie au regard des difficultés rencontrées, eh bien, il est important de communiquer sur cela. Ça peut être par exemple décider de diffuser une charte du bien vivre ensemble, ou ça peut être également un affichage dans les agences. Donc voilà, il est important de faire le constat. Qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce que je rencontre réellement au sein de l'entreprise et qu'est-ce que je peux mettre en place? Dans la prévention, il est également important d'être capable d'identifier les signes précurseurs et les déclencheurs de l'agressivité, toujours dans un objectif d'anticiper sa propre attitude et de se préparer. Alors en signe précurseur, qu'est-ce qu'on rencontre? En fait, c'est le décryptage de tout le non-verbal ou le paraverbal de votre client. Je m'explique. Dès que votre client rentre en agence, il a une attitude corporelle, il peut avoir des gestes saccadés, un visage crispé. Bien avant d'exprimer par des mots, tout son corps exprime cette tension et cette possible dégradation vers l'agressivité. Donc en gros, en tant que professionnel, il est intéressant d'être capable de décrypter tout ce langage corporel. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? On peut retrouver des contractions musculaires au niveau du visage, une certaine dureté. On peut retrouver de l'agitation, des mouvements permanents, quelqu'un qui n'arrive pas à attendre assis dans la salle d'attente. Et une fois qu'on a bien réussi à décrypter tout ce langage corporel, il est intéressant au niveau individuel également de se poser la question, qu'est-ce qui peut déclencher? Quel est le facteur de déclenchement en fait? Cette petite étincelle qui fait que la situation bascule. Eh bien, dans les déclencheurs, on en retrouve trois. La première, la plus fréquente, c'est la mauvaise compréhension du besoin des clients. Vous n'arrivez pas à comprendre ce que le client attend de vous. Un autre déclencheur, c'est le fait d'attendre longtemps. La longue attente met votre client qui est déjà un peu tendu, eh bien en fait, ça le met dans un état émotionnel qui majore tout ça. Et puis le troisième facteur que l'on retrouve également, c'est l'indisponibilité. Quand je parle d'indisponibilité, je parle d'indisponibilité réelle, c'est-à-dire vous fixez un rendez-vous à votre client, mais en fait vous êtes pris au téléphone, vous ne pouvez pas le prendre en temps et en heure, mais c'est aussi l'indisponibilité supposée, et c'est souvent la plus fréquente. Qu'est-ce que j'entends par indisponibilité supposée? J'entends en fait tout le langage non verbal que vous communiquez à votre client. C'est vous êtes en face de votre client, mais vous regardez votre montre ou vous pianotez sur l'ordinateur en ne donnant aucun signe d'attention à votre client. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas à l'écoute, mais c'est le message que vous renvoyez à votre client. Et du coup, ça peut faire basculer la situation. Dans la prévention, la troisième étape préventive, si je peux dire, il est intéressant également d'avoir bien conscience des attitudes qui peuvent être facilitantes, mais des attitudes qui peuvent être inadaptées. Donc dans les attitudes inadaptées, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, l'humour ou l'ironie sont plutôt à proscrire. Elles peuvent être très mal reçues par votre client. Mais également l'autorité ou le jugement de valeur, le fait de faire des comparaisons.
de tomber dans l'infantilisation aussi de votre client. Mais ce qui est également très mal vécu, c'est le fait de minimiser ou de dramatiser le besoin de votre client. Ou alors encore de mentir. Mieux vaut dire je n'ai pas la réponse aujourd'hui, je ne peux pas répondre à votre besoin aujourd'hui, que d'essayer d'élaborer des scénarios pour s'en sortir. De toute façon, votre langage corporel renseignera, je vais arriver à le dire, sur ce mensonge, renseignera votre client. À l'inverse, les attitudes qui peuvent faciliter la relation, eh bien, on retrouve le questionnement. Le questionnement envoie comme message à votre interlocuteur que vous êtes très investi dans la compréhension de son besoin. La reformulation également. N'oubliez pas que nous pouvons partir sur des interprétations et le fait de reformuler, c'est un moyen de valider avec votre client que vous avez bien compris ce qu'il vous dit. Et la reformulation, il est important d'utiliser certains mots de votre interlocuteur, toujours pour renforcer ce rapport collaboratif. En attitude facilitante, nous retrouvons également l'explication. Il est fondamental d'expliquer pourquoi vous ne pouvez pas répondre à son besoin. Si vous imposez un non ferme, il sera mal reçu que si vous expliquez le pourquoi, et puis le besoin ne peut pas être satisfait aujourd'hui, parce qu'il me manque des informations, ou parce qu'il faut que je demande conseil à quelqu'un, eh bien, vous renforcerez également votre rapport collaboratif. Donc, vous l'aurez compris, les attitudes facilitantes sont bien évidemment l'empathie et l'assertivité. Quand je parle d'assertivité, je parle d'être au clair avec ses propres besoins pour pas qu'ils ne viennent interférer dans la relation à l'autre, mais je parle aussi d'expression de ses besoins et de ses émotions. On y reviendra un peu plus tard, je ne rentre pas dans les détails pour le moment. Donc quand on parle de stratégie face aux incivilités, on parle aussi de bien communiquer. Face à l'agressivité, parfois le professionnel déploie de la sympathie ou cherche le succès d'estime face à son client mécontent. Et pourtant, cette stratégie est bien souvent mal adaptée parce que le client peut croire que vous avez pris parti pour lui. Alors qu'il ait tort ou raison, peu importe, l'incivilité ne doit pas être satisfaite. C'est le besoin qu'il faut travailler. Et pour cela, l'empathie doit être déployée. Une fois qu'on a bien identifié toutes ces étapes-là, il est important d'être à l'écoute de soi. Qu'est-ce que ça veut dire être à l'écoute de soi? Eh bien, c'est ce que je vous disais un peu plus haut, c'est être au clair avec ses propres besoins. Et si vous êtes au clair avec vos propres besoins, vous ne serez pas débordé par vos propres émotions, quelles qu'elles soient. Donc, être au clair avec ses propres besoins, c'est également apprendre à dire non. S'affirmer peut être salutaire. C'est également signaler un comportement inadéquat. Vous venez d'être bousculé, signalez-le, pas dans un objectif d'obtenir réparation, mais posez-le comme quelque chose de factuel, comme une observation. Je tiens à vous signaler, par exemple, que vous venez de me traiter de voleur. Il est important de le poser en posant ce fait factuel, objectif, vous posez d'une certaine façon vos propres limites à ce qui n'est pas acceptable. Quand on parle d'écoute de soi, on parle également de ses propres peurs, de ses peurs à dépasser le conflit. La plupart du temps, on se tait pour ne pas provoquer d'exclandre, alors qu'il faut oser se confronter, quand c'est nécessaire, bien évidemment, et à la bonne place, parce que le fait de s'opposer, ça peut être très structurant. Engagez-vous, vous êtes concerné, vous avez le choix de contrecarrer le projet de l'autre ou de l'annuler. En pensant que ça n'est pas à vous de le faire ou que vous êtes impuissant, vous donnez le pouvoir aux incivils et vous renvoyez la responsabilité aux autorités de faire face. Soyez acteur dans l'incivilité.
Et quand on parle de l'écoute de l'autre, on parle aussi de l'écoute de l'art. Alors j'avais envie de vous donner à ce stade un outil, certains le connaissent déjà, c'est la maïeutique. Qu'est-ce que c'est la maïeutique? En fait, c'est l'art d'accoucher les idées. C'est un mode de questionnement. Un mode de questionnement où on renvoie la part de responsabilité à l'autre, mais où on investigue également son besoin. Si je prends un exemple d'un client qui qui vous traite de voleur, par exemple, eh bien, si vous utilisez la maïeutique, vous lui répondrez, vous me dites que nous sommes des voleurs, j'entends bien votre déception à travers ces mots, mais qu'entendez-vous par voleur? Le mot agressif est dans ce cas-là traduit en émotion. Donc, vous renforcez l'écoute et le rapport collaboratif avec votre client et puis vous lui renvoyez sa part de responsabilité dans l'incivilité. Le deuxième outil que j'avais envie de vous livrer aujourd'hui, qui peut beaucoup vous aider dans ces mécanismes incivils, c'est la communication non violente. La communication non violente, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est partir dans un dialogue où le respect mutuel est fondamental, où le besoin de l'autre est à la même place que votre besoin. C'est une communication qui utilise la considération et le respect. Et c'est ce qui s'appelle l'assertivité. Quand on parle de considération et de respect, on parle de l'autre, mais on parle aussi de soi. Donc la communication non violente, il y a 4 étapes fondamentales à respecter. La première étape, c'est partir du contexte, des faits. Être factuel. Le fait, en l'occurrence, c'est l'incivilité. Donc si je reprends l'exemple que je vous citais plus haut sur la maïeutique, c'est le fait d'être traité de voleur. Donc vous posez le cadre. La deuxième étape, c'est exprimer ce que cette situation engendre sur vous. Quel sentiment, quelle émotion, dans quelle émotion ça vous met. En gros, face à ça, le fait que vous me traitiez de voleur me fait me sentir agressée, par exemple. La troisième étape, c'est d'exprimer son besoin, les désirs. Mais cette étape, exprimer son besoin, c'est valable pour le client, mais également pour vous. Les deux besoins doivent être confrontés à un moment. C'est une étape fondamentale qui doit être validée par les deux interlocuteurs. Parce qu'à cette étape, il est important de vérifier que vous avez bien compris le besoin de l'autre et que l'autre a également bien compris. Si vous n'avez pas la validation, vous ne pouvez pas passer à la quatrième étape qui est la demande, la recherche de solutions. Et cette étape, elle est collégiale. On construit la solution ensemble. Le fait que vous me traitiez de voleur me fait me sentir mauvais professionnel. Moi, j'ai besoin, en tant que professionnel, de pouvoir satisfaire votre besoin. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur votre besoin, que je comprenne bien vos attentes? Voilà un petit peu le déroulé de la communication non violente. Votre client va réexpliquer, vous revalidez que vous avez bien compris, vous venez de me dire que c'est bien ça, et une fois que vous êtes au clair, vous essayez de trouver une solution ensemble. Et vous verrez que si vous appliquez la communication non violente, l'agressivité, le comportement incivil va diminuer, tout simplement parce que l'autre est entendu. Derrière un comportement incivil, il y a souvent un besoin d'écoute, un besoin de reconnaissance qui est frustré. La communication non violente permet de nourrir ce besoin chez l'autre. Gérer une situation incivile peut être très consommateur d'énergie et malgré tout ça, vous pouvez être impacté par ces situations. Il est important de récupérer, de se donner du temps pour gérer son propre stress, pour prendre du recul. Et prendre du recul sur quoi? Pour comprendre que l'agressivité, en fait, n'est pas dirigée contre vous. Elle est dirigée contre ce que vous représentez.
Il faut, en fonction des situations, plus ou moins de temps pour remettre ses propres émotions à niveau. Et cette étape n'est pas comment je peux dire, elle n'est pas à oublier. Elle est fondamentale aussi. Autorisez-vous à ce temps de récupération, à cette pause. Donc en résumé, ce que j'avais envie de vous livrer sur l'incivilité, c'est qu'en fait l'incivilité, ça n'est pas une fatalité. Vous pouvez y faire face. Le fait générateur, c'est que votre client a quelque chose à dire et qu'il veut que vous l'écoutiez. Ses comportements sont ceux d'un conflit, mais vous pouvez l'aider à un conflit. Et n'oubliez pas que se positionner ne fera pas forcément dégénérer le conflit. Bien au contraire. Vous l'aurez compris, la gestion des incivilités nécessite beaucoup de bienveillance et de calme. Elle oblige le professionnel que vous êtes à faire un effort énorme pour cerner les mécanismes de la colère, mais également pour développer votre sens de l'empathie et votre capacité à comprendre l'autre. Et effectivement, ce travail nécessite une très bonne connaissance de soi afin de gérer ses propres émotions, être au clair avec ses émotions et de limiter l'impact négatif de ces incidents. Voilà ce que je voulais vous livrer aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite.